ce que c'est, parce que l'incubateur nous accueille et on les remercie énormément. Et voilà, et ensuite on passe sur le sujet, la démocratie participative. On se présentera et on entrera dans le vif du sujet. Donc, vas-y Axel. Merci Benjamin. Vous m'entendez bien? Tout fonctionne? Ok. Je serai très rapide. Déjà, ça me fait plaisir de voir autant de monde dans la halle. Donc, ici, vous êtes dans la halle du PVD Incube. Donc, PVD Incube, qu'est-ce que c'est? C'est un incubateur d'entreprise. Donc, nous, concrètement, moi, je suis chargé de mission incubation. Mon rôle, c'est d'accompagner des porteurs de projets innovants, passer du stade de l'idée à la création de l'entreprise. Et justement, ça tombe bien, on a un ancien incubé ici. Donc, Build & Co, voilà, le projet a vu le jour. Il a été accompagné, il a été incubé ici. Et voilà, les circonstances ont fait que le projet a été mis en stand-by. Et aujourd'hui, il est repris par Benjamin. Et donc, voilà, ça vous permet aujourd'hui justement d'assister à des matinales, comme aujourd'hui sur la démocratie participative au sein de l'incubateur. Nous, ça nous fait toujours plaisir de voir déjà que des anciens incubés reprennent leur projet. C'est super, c'est une bonne nouvelle, forcément. Et voilà, nous on accueille forcément toujours avec grand plaisir les anciens incubés, les alumni, pour pouvoir organiser ce genre d'événement. Donc vraiment, si vous avez des connaissances ou si vous avez un jour un souhait, l'envie de créer une entreprise, si vous avez un projet, tout simplement n'hésitez pas à passer à l'incubateur, que vous soyez étudiant ou pas. On aura toujours des moyens de vous aider et vraiment de passer du stade de l'idée à la création. Donc sur ce, voilà, je ne prends pas plus de temps, je laisse la parole à Benjamin et je vous souhaite une très bonne matinée. Merci. Alors, on va commencer sur le vif du sujet, la démocratie participative. Alors rapidement, on va se présenter. Je suis Aragoncio Benjamin, donc je porte Build & Co. Comme on l'a dit, j'ai été incubé ici à le PVD Incube. Et aujourd'hui, je suis dans une coopérative d'activité d'emploi qui s'appelle Perspective. Donc en fait, on est des coopérateurs et on porte chacun notre projet. Donc voilà. Et donc Build & Co, c'est une agence de participation citoyenne pour les territoires, pour les politiques publiques et l'urbanisme. Et donc Guillaume, je te laisse te présenter. Bonjour, donc je suis Guillaume Bellaton, ancien étudiant à l'EPVD. J'ai longtemps eu une activité de bureau d'études classique sur la maîtrise d'œuvres, de documents d'urbanisme et d'études d'urbanisme et d'aménagement. Et là, je me suis reconverti sur une activité individuelle sur le conseil pour les collectivités pour faire valoir mon expérience à la fois de bureau d'études, d'élus et de citoyens engagés sur le territoire. Donc voilà, j'ai des expériences plutôt ailleurs que sur le territoire des PO en termes professionnels, mais je suis originaire de Perpignan. Là, je suis revenu il y a quelques années. Et j'ai rencontré Benjamin, et la différence de génération n'est pas un souci, puisqu'on a rencontré des sujets communs, et ces méthodes et mon expérience, on a trouvé intéressant de travailler ensemble. Tout à fait. Alors, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez mal. Ce qu'on va faire pour la conférence, c'est en fait, on fait une présentation et c'est aussi un petit peu une discussion. Souvent, on va rebondir ensemble. Donc, comment ça va se passer? Déjà, on souhaite remercier les partenaires donc, de cette matinale. Déjà, merci à l'incubateur qui se sont présentés pour nous avoir accueillis. La JCA et Perpignan Pays Catalan pour leur aide logistique. Donc la région Occitanie pour sa présence notamment pour la table ronde avec le CAUE, la ville de Toulouse, la ville d'Elne, la ville de Montenay. Et on remercie aussi l'entreprise Osopt pour nous avoir fourni donc, des outils de co-construction en bois que vous avez là-bas. Vous pourrez les voir après la conférence. C'est quelque chose de super quand on veut en fait aménager le territoire d'une autre manière et co-construire la ville de demain. Donc, comment va se passer cette conférence et puis la table ronde? Dans un premier temps, pour la conférence, on va parler donc de la puissance de la participation citoyenne, de la démocratie participative. Ensuite, on va exposer une partie des modalités et des outils
Ensuite, on va voir ensemble les moyens qui sont nécessaires pour mettre en place la démocratie participative. On aura 10 minutes d'échange de questions autour de ce qui a été vu. Et ensuite, on passe donc à la table ronde au retour d'expérience. Donc, des élus qui sont présents se mettront ici, on posera des questions. Ils auront entre 5 et 8 minutes pour exposer un petit peu les projets participatifs qu'ils ont mis en place sur le territoire. Et ensuite, pareil, 20 minutes, questions-réponses. On va essayer de finir à 11h30. On va voir si on est dans les temps. Donc voilà. Pas de problème. Eh bien, on va commencer. Donc, pour débuter, on va voir la puissance participative pour les démocraties locales. En fait, c'est la démocratie participative, quels préjugés il y a et quels atouts en fait, sont mis en avant. Donc, on souhaite commencer par un chiffre. 82%. En fait, c'est Opinionway avec Démocratie Ouverte, qui est une agence donc, de démocratie participative sur Paris, qui ont fait un sondage auprès de 1000 personnes en leur demandant si ils jugeaient important en tant que citoyen qu'il faut s'associer aux initiatives visant à transformer le fonctionnement de nos institutions politiques pour renforcer leur capacité à y être inclus. Donc une très large majorité de oui. Donc on voit quand même que les citoyens ont envie de participer aux politiques publiques et aux organisations des politiques publiques. Je considère que c'est vraiment quelque chose d'important, malgré ce qu'on va voir maintenant, peut-être les difficultés, mais voilà, c'est considéré comme un enjeu majeur pour sauver le modèle démocratique. Tout à fait. Alors il faut préciser qu'avec Guillaume, on n'est pas des chercheurs, on n'a pas des thèses en démocratie participative, participation citoyenne, tout ça. On est juste en fait des professionnels qui veulent s'engager sur le territoire et on pense que pour faire l'urbanisme de demain, pour faire les territoires de demain, il faut passer par là. Et du coup, on a acquis un petit peu de connaissances et voilà, on souhaite vous les transmettre aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là. Donc en fait, pourquoi on fait de la démocratie participative? Déjà pour de multiples sujets au sein des territoires, centre-ville, agriculture, énergie, tout ça, mais aussi pour s'organiser autour de projets de territoire, autour de projets sociaux, projets environnementaux. Et en fait, c'est pour le territoire qu'on fait de la démocratie participative à la base. Et ensuite, on voit deux problématiques. Nous, on pense en tout cas qu'il y a d'abord une crise de la citoyenneté, un désengagement de la population, notamment lors des élections successives, et en parallèle, une montée du lobbying citoyen, que ce soit des gens qui sont pour ou contre un projet, ou qui portent carrément un projet citoyen. Et en fait, on voit qu'il y a un attachement au territoire, mais qu'en parallèle, du coup, il y a une baisse de l'engagement citoyen. Et du coup, la démocratie participative, c'est pour les habitants aussi. Et en fait, il y a une deuxième crise, celle qui est démocratique. Il y a la perte de confiance en la politique. Et en fait, les élus se sentent peut-être ont une certaine pression, déjà avec donc ce lobbying citoyen, mais aussi d'autres lobbying, des lobbying d'entreprises. Et en fait, ils ont parfois l'impression qu'il y a un petit peu le feu partout, et ils ne savent pas où mettre les priorités. Et donc, l'idée de la démocratie participative, c'est aussi pour la collectivité, pour l'accompagner. Alors ça vient aussi, alors c'est question d'époque, ça vient aussi des réformes successives, hein, des collectivités, de l'organisation du territoire, hein, toutes les réformes de décentralisation, les créations des EPCI, enfin, toutes les structures que vous connaissez, vont bien sûr incitent avec le changement d'échelle, avec la multiplicité des compétences et des techniques qu'il faut mettre en œuvre, il y a aussi une nécessité de rester raccroché charnellement et physiquement avec le territoire et de prendre en compte ses besoins. Donc c'est là aussi d'où vient le besoin de cette démocratie participative, hein, c'est aussi les évolutions de l'organisation des territoires. Alors, on entend un ultrason, si ça vous gêne, vous le dites. Malheureusement, c'est lié au micro. Donc, je ne sais pas trop comment régler ce problème. Donc, on va suivre avec en fait, le problème qu'on juge des réunions publiques classiques.
en fait, déjà, ça crée une confrontation. On met en opposition les élus, les techniciens, avec la population en face, et on donne des informations, et on attend des réactions, et malheureusement, c'est peut-être pas les réactions qu'on attendait. Et donc, du coup, ça peut créer un effet tribune. Ça peut créer un effet tribune soit pour la collectivité d'un côté, en fait, qui va prêcher son projet et au final va prendre la majorité du temps de parole, ou de l'autre côté, la population, en fait, qui peut s'approprier un sujet du projet et en fait en faire phagocyter la réunion. Tout à fait, tout à fait. Et ça peut créer des exclusions, notamment pour une autre partie de la population qui, elle, est peut-être plus timide et qui a du mal à s'exprimer. Et au final, on va les exclure du débat, ou elles vont se sentir exclure du débat. Donc au final, elles se posent des questions, et une partie de la population se demande si elle est légitime à participer à ces réunions publiques-là, parce que peut-être elle n'a pas les capacités pour tout comprendre, ou l'expérience, et au final, elle peut se sentir frustrée. Et voilà, le risque, effectivement, c'est qu'une réunion, s'il y a des gens qui viennent pour accueillir l'information, l'information les fait réfléchir, mais ils n'ont pas forcément la réflexion au moment de la réunion pour s'exprimer, pour faire valoir un point de vue, et donc ils repartent un petit peu avec des idées sans avoir osé les exprimer. Tout à fait. Et dernier point, la temporalité, en fait, majoritairement, on utilise la réunion publique après avoir réalisé le projet, on le présente, et finalement, on peut se sentir... en fait, on n'a pas été inclus dans le processus de projet, et ça peut être frustrant. Voilà, la population peut avoir le sentiment, elle a souvent le sentiment que c'est utilisé comme un alibi. Tout à fait. Pour valider des décisions qui ont déjà été prises. Vous connaissez cette action, sans doute, très bien. Le sifflement, si ça vous gêne, vous levez la main, hein, parce que moi j'entends donc. On a été un micro, il y a toujours le micro. Donc, si on parle comme ça, est-ce que vous entendez bien? En gros, c'est bon? Ok. Allez, on va essayer. Donc en fait, le problème c'est que la réunion publique, il y a souvent des idées reçues, et en fait ça se détériore aussi sur la participation citoyenne. Déjà, alors en bleu c'est pour côté élu, disons, mais en vert côté habitant. Déjà, ça peut être vécu comme une réunionnite parce qu'on va mettre en place plusieurs processus de réunion participative. Les élus peuvent penser aussi que ça peut remettre en cause leur projet, et c'est compréhensible. Ça peut aussi, quand on pense aussi que ça peut créer des oppositions, soit de nouvelles oppositions, soit l'opposition présente qui va en profiter pour s'opposer au projet si c'est une concertation par exemple. On dit que ça pourrait faire émerger des idées irréalistes et techniquement pas possibles, ou émerger des intérêts particuliers de certains par rapport à l'intérêt général. Et en fait, les élus ont peur que ça remette en cause leur légitimité, leur pouvoir de décision. Tout ça, c'est compréhensible parce que souvent, c'est à cause d'une mauvaise expérience que finalement, ces idées reçues se sont créées. Du côté de la population, en fait, certains pensent que ça peut faire un alibi politique. On crée des outils participatifs, du coup ça fait passer un projet, tout simplement. En fait certains disent qu'ils ne se sentent pas écoutés, et du coup ça ne sert à rien qu'ils participent. En fait, l'idée générale, c'est l'état d'esprit, à la base, est souvent pas bon. C'est-à-dire que si on n'a pas de démarche de démocratie participative annoncée à l'avance, si la réunion vient comme ça, chacun arrive en se disant voilà, je viens pour défendre mon point de vue. Il y en a qui sont sur la défensive, il y en a qui sont sur l'offensive, et finalement ça donne un état d'esprit qui n'est pas forcément le meilleur. Mais c'est pas l'outil qui est remis en cause en tant que tel, c'est la manière dont il est amené.
Exactement. Et il y a une phrase que j'ai entendue plusieurs fois, la première des participations citoyennes sont les élections. Ok, oui, effectivement, mais pas seulement. En fait, les élections, en tout cas, on pense que c'est les gens votent pour une vision sur le territoire. Et en fait, après, il faut imaginer avec la population, déjà comprendre des problèmes et comprendre des besoins sur un projet précis. On ne va pas monter un projet simplement parce que voilà, on a été élu et on se sent complètement légitime. Ok, il y en a qui le font, très bien. Mais nous, en tout cas, on propose que la participation citoyenne permet de... C'est-à-dire que l'engagement, l'objectif politique, il est légitime pour l'élu. Après, la réalisation concrète, bon, on a tout intérêt quand même à profiter des avis des uns et des autres, y compris ceux qui n'ont pas de mandat, pour faire avancer un projet qui convienne à un maximum de personnes et qui soit le meilleur possible. Qui ne remet pas en cause le principe sur lequel l'équipe a été élue sur le projet, sur l'objectif initial du projet. C'est deux choses différentes. Le projet et sa réalisation, sa mise en œuvre concrète et sa qualité finale. Et au final, l'acceptation qu'il va avoir pour la population. Donc, au final, quels sont les atouts des projets participatifs, de la démocratie participative? Déjà, d'un premier temps, ça permet d'anticiper, de désamorcer des conflits quand un projet est annoncé, et parfois d'éviter des coûts supplémentaires, soit des coûts de frais de justice, parce qu'en fait le projet va être remis en cause. Le projet d'aménagement, essentiellement. Voilà, on parle d'aménagement. Là, c'est particulièrement pour les projets d'aménagement. Tout à fait. Et du coup, pour des projets d'aménagement aussi, ça peut induire le fait qu'on va mettre des coûts supplémentaires parce qu'on va réaménager un espace public, parce que finalement on s'est rendu compte que ça ne correspondait pas à la population. Ce qui est dommage, donc autant prendre, mieux vaut prévenir que guérir. Ça permet de comprendre les problématiques et les spécificités de chacun, d'une population, et de comprendre leurs besoins et leurs modalités sur comment on va vivre l'espace public ou comment on veut vivre les politiques publiques. Et donc il faut réunir tous les acteurs. Ça permet aussi de mobiliser, ça permet de motiver la population sur un sujet et de légitimer la décision par la suite. Ça crée aussi du lien social, ce qui est bien parce que du coup les gens se rencontrent autour de table et finalement ça crée du lien social. Et ça permet aussi de donner confiance, déjà à la capacité du groupe à réfléchir et à pouvoir prendre des décisions, mais aussi à tout un chacun à pouvoir se sentir légitime et donner des idées sur un sujet. Et finalement, ça permet à des personnes de s'impliquer dans la cité, dans sa ville, sur son territoire. C'est une démarche qualité, en fait. C'est ça. C'est une démarche. Ça revient effectivement à se donner les moyens de ne pas passer à côté de choses importantes et en mettant de la confiance, à ce que les gens prennent des habitudes positives de s'exprimer, ce qu'ils n'auraient pas fait forcément avant. Il y a des gens qui ne s'expriment pas naturellement, mais qui finalement se révèlent extrêmement précieux pour les collectivités. Il faut ce type de process pour les révéler, parce que sinon ils ne viennent pas spontanément forcément participer. Tout à fait. Alors, on va vous montrer quelques territoires qui ont réussi à mettre en place la démocratie participative et la concertation dans leur ville. Donc le premier exemple, c'est Puy-Saint-André. Ils ont fait plus de 12 ateliers pour le PLU. Et en fait, qui de mieux que cette même personne pour expliquer ce qu'ils ont fait. Donc une petite vidéo. Petite commune des Hautes-Alpes. Rendez-vous à Puy-Saint-André, un exemple de construction bioclimatique et de développement des énergies renouvelables. Le PLU, c'est la démocratie locale. Nous, on considère que le PLU, ce n'est pas un projet d'une équipe municipale. C'est un projet de territoire. Ça veut dire que c'est les habitants qui doivent construire le PLU. Donc concrètement, ça a été plus de 12 ateliers de travail. Tout à l'heure, je vous disais, on a eu une réunion où on a parlé que d'énergie. Donc on a parlé de solaire, on a parlé d'hydroélectricité, on a parlé d'éolien. Si vous regardez le zonage, là, c'est zone naturelle, mais éolien. Sur ce secteur, il est possible qu'un jour, il y ait des éoliennes. Alors
Ça va pas faire la police. Le sujet c'est les éoliennes, et en plus à l'image il y a des éoliennes, mais on n'est pas là pour juste c'est juste des images, et le sujet c'était ça, parce que c'était la vidéo. Il faut savoir que ce maire depuis Saint-André, j'ai eu la chance donc de l'avoir en visio, et il m'a expliqué un petit peu tout ce qu'ils ont fait, et c'était vraiment une volonté, et ensuite ils ont élargi la volonté de démocratie participative sur l'agglomération. Donc ils ont créé de la concertation sur plusieurs territoires. Ensuite, il y a la ville de Grenoble et sa métropole. Alors on est sur une échelle bien plus grande, mais c'est pour comprendre en fait tous les outils qu'ils ont mis en place. Déjà, dans un premier temps, ils ont mis en place des instances. Il y a par exemple le Conseil citoyen indépendant qui permet à tout citoyen de pouvoir pratiquer en fait la politique publique, d'en débattre et de mettre en place des idées qui vont ensuite remonter au conseil municipal ou au conseil de l'agglomération. Ensuite, ils ont aussi un outil qui s'appelle l'interpellation citoyenne. En fait, ils vont lancer une pétition s'ils le souhaitent, et quand il y a un nombre de signatures défini, après cette pétition peut être remontée au conseil municipal ou celui de l'agglomération. Après, côté atelier, il y a de nombreux ateliers, on en a montré deux. Ateliers citoyens de redirection écologique, afin en fait de faire en sorte que les citoyens proposent et vivent le développement durable au sein du territoire, et aussi des ateliers de projet, notamment lors des concertations sur des projets d'urbanisme. Ils ont aussi des budget participatif, ça c'est connu, on met en place un budget, imaginons 50 000 € pour que la population propose des projets et qu'ensuite ils puissent être votés et qu'on les met en place avec eux. Il y a aussi un fonds de participation des habitants, je trouvais ça intéressant. En fait, dans les quartiers, un groupe d'habitants a droit à un budget de 800 € pour mettre en place un projet, quel qu'il soit, pour améliorer en fait la vie du quartier. Et après, côté partage, eh bien, il y a des conférences. Alors, en décembre, il y a eu la conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative. C'était tout un événement durant le week-end du 10-12 décembre. Et ils mettent en place aussi des assises citoyennes où en fait la population va réfléchir aux règles, aux chartes de la participation citoyenne. Et en fait, ils vont amender comme ça la charte de la participation citoyenne pour développer la réglementation autour de ces processus. Voilà, on est vraiment sur un exemple exhaustif. Hein. Ils ont voulu vraiment couvrir tous les champs, tous les niveaux d'intervention de la démocratie participative pour que ce soit une belle mécanique huilée, bien huilée. Donc, voilà, ça c'est la façon de voir de Grenoble. Et après on a Rennes qui a un outil un petit peu différent. Oui, en fait, Rennes et sa métropole ont créé un organisme, une organisation qui appartient quand même à la mairie, à la métropole. Ça s'appelle la Fabrique citoyenne. Et en fait, c'est un organisme donc piloté par la mairie et l'agglo, mais qui prend en fait en compte le troisième acteur, qui sont les habitants. Et en fait, ensemble, ils montent en place ce projet de démocratie participative. Déjà, chaque année, l'agglo et la mairie mettent en place un budget de 3,5 millions €. Ensuite, il y a 14 conseils de quartier au sein de la commune de Rennes, ce qui génère un peu plus de 400 réunions par an, ce qui est beaucoup, mais en fait, chaque élu ne va pas faire 400 réunions. En fait, c'est délégué. Ils ont des élus locaux délégués, ils ont des habitants qui sont mandatés, des délégués de quartier, voilà, et des habitants aussi qui sont là pour en fait tous animer ces réunions publiques. Voilà, 48 co-animateurs qui sont présents pour l'ensemble de ces instances. Donc voilà, sur la première partie, un petit peu
la démocratie participative. On n'a pas montré toutes les communes de France ou quoi, parce que ce serait compliqué. Un peu moins maintenant. Il faut savoir qu'il y a très peu de données sur la participation citoyenne, donc en fait c'est en train de se développer. Voilà. Donc on va passer aux modalités et aux outils de la participation citoyenne. Donc dans un premier temps, on voulait quand même proposer quelques définitions pour comprendre la différence entre démocratie participative, participation citoyenne et concertation. Déjà, la démocratie participative, c'est l'ensemble des procédures qui permettent l'intégration des habitants, de la population, des associations, de tous les acteurs au sein de la gouvernance des affaires publiques. Ensuite, la participation citoyenne, c'est une modalité dont tous les citoyens sont associés en amont des décisions publiques. Voilà. Il y a la démocratie participative qui est la globalité, la participation citoyenne, c'est une modalité où ce sont les citoyens qui sont impliqués. Et donc, les citoyens, c'est toute personne, soit qui vit, soit qui travaille sur le territoire. Et la concertation, en fait, c'est une collaboration mutuelle sur un projet commun. En fait, sur un projet, on va concerter les habitants afin de réfléchir sur ce sujet-là. Voilà. Donc avec les élus, les techniciens et les habitants. Ensuite, on voulait vous montrer l'échelle de la participation citoyenne, parce que c'est important. Et quand on fait Peut-être un petit mot. Intérêt général, intérêt collectif. Donc la démocratie participative, elle sert à passer un peu de l'intérêt général, qui est une notion un peu plus abstraite, qui demeure valable pour le vivre ensemble, mais qui n'est pas concrète, n'est pas toujours, ne se traduit pas par des choses que les gens ressentent, on va dire, sur le territoire. Donc on va appeler plutôt, on va parler d'intérêt collectif, qui lui est plus vécu comme quelque chose qui émerge du terrain et qui va remonter et qui va évidemment, on espère, correspondre à l'intérêt général. L'intérêt général, il y a un peu cette idée un peu de transcendance, de quelque chose qui vient d'en haut. Ce n'est pas une notion qui est trop adaptée à la démocratie participative. En tout cas, elle n'est pas opérante pour décrire les processus de démocratie participative. Tout à fait. Si on est dans les... Vous nous posez des questions après, parce que là on est sur des définitions, des concepts, c'est pas très concret, mais vous nous poserez après des questions. Oui. Je te laisse. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, c'est bon. Vous faites signe. Donc, dans le premier lieu, dans l'échelle de la démocratie participative, on a l'information. En fait, c'est la base. Et il va falloir faire de l'information à chaque processus de démocratie participative. Ensuite, il y a la consultation. La consultation, en fait, c'est on demande l'avis à une partie ou à la totalité de la population sur un sujet, mais on n'est pas obligé de prendre en compte cet avis, voilà, tout simplement. La concertation, par contre, c'est on va trouver un accord entre les problématiques et les besoins sur un sujet précis. Et la participation, qui est différente, c'est un cran au-dessus. Là, c'est l'idée où l'ensemble des habitants, la population, les acteurs, vont participer sur tout le processus de réalisation d'un projet. Et en fait, ils vont être aussi acteurs de ce processus-là. Et après, il y a la coproduction. La coproduction, on rentre vraiment où décideurs, techniciens et maîtrise d'usage, habitants, population, vont ensemble produire, réaliser un projet, qu'il soit immatériel, par exemple PCAET, plan climat. Désolé. Voilà, j'avais oublié. Et donc ils peuvent ensemble faire ce projet-là, ou alors directement, par exemple, un projet de construction d'une maison sociale, d'un mur végétalisé. Voilà. Et la codécision, c'est le point culminant de la démocratie participative. Mais pas un objectif obligatoire non plus. Voilà, c'est on partage le pouvoir de décision sur un sujet. Donc, il faut, voilà, c'est en tant qu'élu, il faut faire attention, il faut dire, ben, là, c'est très bien. Là, il faut qu'il y ait déjà une culture Exactement. de la démocratie participative pour que ça puisse s'envisager du point de vue de l'élu et du point de vue de la population. Et, vas-y, dis-le.
Donc ce process, là c'est toutes les étapes, mais c'est pas une situation idéale d'aller forcément jusqu'au bout. On peut prendre tout parti de ce process et prétendre faire de la démocratie participative du travail. Voilà les deux points. Il y a aussi deux choses qu'on voulait évoquer. L'idée première, déjà, c'est que sur un processus de projet, on va prendre, disons, par exemple, en ce moment-là, on est en concertation. En ce moment-là, on est seulement en consultation. Et par exemple, à la fin, on est en codécision. Ok. Et il faut le dire, il faut expliquer, aujourd'hui, nous sommes sur cette phase de l'échelle de la démocratie participative pour que les gens soient d'accord sur le processus qui est mis en place. Et ensuite, ça c'est notre réflexion, c'est qu'en fait, pour qu'il y ait de la codécision, on pense obligatoirement passer par ces processus-là, sinon la codécision peut être biaisée et remise en cause. Voilà. Un exemple neutre, mais de principe, un projet d'aménagement qui a été travaillé, qui est soumis à un genre de référendum auprès de la population et qui est rejeté. Alors qu'on a présenté un projet en fin de process. Donc là, ça illustre, on a voulu faire de la codécision, mais comme on ne s'est pas donné les moyens de passer toutes les étapes pour arriver jusque-là, finalement on se retrouve avec des difficultés. On ne citera pas d'exemple. On ne citera pas d'exemple, on reste là. Donc, pour comprendre l'écosystème participatif, on voulait juste rappeler en fait, le rôle déjà des acteurs. Le rôle du monde associatif, on pense qu'il faut naître une prise de conscience et il mobilise les autres acteurs sur un sujet précis. Ensuite, la société civile, elle, s'approprie et fait vivre la transition, qu'elle soit sociale, environnementale ou économique. Le monde professionnel, lui, en tout cas, est plus amené à rechercher et à réaliser des solutions sur ces sujets. Et le monde politique, en tout cas, on pense qu'il établit une vision et met en place des objectifs pour qu'en fait, les autres acteurs puissent diffuser la transition sur les territoires. Et en fait, dans un processus de projet, d'aménagement, eh bien, on va intégrer un troisième acteur qui est la maîtrise d'usage. Habituellement, on a la maîtrise d'ouvrage, la collectivité, qui a un projet et souhaite donc réaliser ce projet d'aménagement. On va demander à un bureau d'études, à des aménageurs, des architectes, à tout un tas de professionnels de mettre en place ce projet, la maîtrise d'œuvre. Et voilà, il y a un échange entre ces deux acteurs. Et l'idée, c'est d'intégrer un troisième acteur pour comprendre en fait l'usage des espaces publics ou même des espaces privés. Et en fait, ils ont une expertise en matière d'usage. Non, finalement, nous, on ne passe pas par là pour aller à l'école, mais on passe par là, c'est plus pratique. Ah, et finalement, on ne le savait pas et on s'en rend compte quand on fait de la participation citoyenne. Donc la maîtrise d'usage est un troisième acteur à prendre en compte. Et on souhaite donc expliquer comment la concertation ou la participation citoyenne s'intègre dans un processus de projet. Classique, le processus classique, c'est on a d'abord une idée, ensuite on va voir s'il est faisable, on va mettre en place cette idée avec, on va faire une conception, et après on va réaliser le projet concrètement, et logiquement on l'évalue à la fin. Sur tout le processus, il y a à chaque fois des processus de décision, et il y a logiquement entre la conception et la réalisation, ou entre la faisabilité et la conception, aussi un processus de financement. Voilà. Et comment s'intègre donc la concertation, la démocratie participative à l'intérieur? Dans un premier temps, il faut communiquer et mobiliser l'ensemble des acteurs. Et ensuite, on va solliciter et impliquer donc, les citoyens dès le début, dès l'idéation, le mieux en tout cas, pour assurer le reste. Donc on va les solliciter, on va les impliquer, et quand le projet est sur papier et réalisé, on va restituer et on va valoriser. On a fait de la participation citoyenne, ça s'est bien passé, on a pensé ça, et le projet c'est ça. Et on le valorise. Et au stade de l'évaluation, quand on évalue le projet, et bien on va évaluer aussi la participation citoyenne. Est-ce que ça s'est bien passé?
quelles problématiques on a eues lors de la participation citoyenne et comment les régler lors des prochains processus. Et comme ça, on pérennise, on crée de nouveaux processus de participation citoyenne pour la prochaine fois. Et c'est comme ça qu'on mobilise et en fait, ça crée un effet boule de neige. Et ça fait une différence avec par exemple l'appel à projet qui lui, là, on va vraiment à la base essayer d'avoir un maximum de personnes, y compris des gens qui ne s'étaient pas impliqués ou qui ne se sentaient pas concernés. Parce que par exemple, pour le process que vous connaissez d'appel à projet, ben, le risque de l'appel à projet, c'est que vous allez avoir l'émergence de projets portés par des individus, par des entreprises, en fait souvent sur des intérêts, soit des intérêts privés, particuliers, que ce soit des entreprises ou des particuliers, et vous allez peut-être passer à travers des idées qui permettraient d'avoir une vision, un socle plus large d'informations et de vision qui vous permettent de faire de la vraie démocratie participative. Donc l'appel à projet, il y a un peu ce risque techno et ce risque d'être influencé en fait par des porteurs de projets qui porteraient des projets peut-être d'intérêt qui conviennent à l'intérêt général, mais peut-être il y aurait des trous dans la raquette sur certaines bonnes idées qui pourraient émerger. Exactement. Et on souhaite mettre un point d'honneur sur la communication. En fait, on estime que si vous faites des réunions participatives, mais que la communication n'a pas été à la hauteur, et au final, vous vous retrouvez avec une prestation, ou en tout cas avec une organisation, vous avez mis du temps à organiser ça, et vous vous retrouvez avec 10 personnes, ce sera pas, déjà d'un, ce ne sera pas exhaustif, mais en plus vous allez être déçus, au lieu d'avoir 50, 60, 70 personnes. Et pour assurer cette communication, déjà d'un, il faut assurer la quantité, donc classique, boitage, presse, radio, publicité, réseaux sociaux, il faut mettre les moyens. En fait, en tout cas, moi je dis ça, j'estime que la participation citoyenne, il faut que ce soit comme une fête de village, il faut impliquer le plus de monde possible. Et ensuite, il faut viser la qualité, parce que souvent, le profil type de personnes qui viennent en réunion publique sont des personnes plutôt âgées, des hommes et blancs. Du coup, on se retrouve avec le vieux mâle blanc, et en fait, c'est pas représentatif de la population. Donc en fait, il faut penser à prendre déjà toutes les parties prenantes lors de la concertation, État, association, tout ça. Et pour la population, il faut viser une mixité. Donc déjà intergénérationnelle, sectorielle en matière d'emploi. On va viser des cadres, on va viser des ouvriers, on va viser plein de personnes. Il faut qu'il y ait des femmes et des hommes à hauteur d'égalité le plus possible. Il faut qu'il y ait une mixité culturelle et géographique. En fait, par exemple, on va parler d'un centre-ville sur une commune. La population qui va le plus venir, ça va être celle du centre-ville et des quartiers résidentiels à côté, mais les personnes des cités, finalement, elles ne se sentent pas concernées. En fait, il faut aller les chercher. Il faut appeler, il faut aller chercher dans les quartiers. Il y a vraiment des publics qu'on doit viser, qu'on doit vraiment viser et essayer de capter. C'est ça. Ils ne viendront pas spontanément. Tout à fait. Il y a des catégories de population, en tout cas, qui ne viendront pas spontanément. Donc il faut aller les chercher et il faut s'investir pour assurer cette mixité-là. Donc, dans une réunion, ensuite, il faut définir un cadre. Déjà, il faut clarifier l'objectif. Aujourd'hui, vous êtes venus pour ce sujet-là et le fixer à la réunion. Le but, c'est d'avoir répondu à cet objectif-là. Donc, on va faire des réunions par 5 tables de 6 personnes et on va réfléchir à tel sujet chacun. On va proposer des moyens de s'exprimer, déjà dans les ateliers, mais aussi pour les personnes qui, par exemple, ont une doléance. En fait, certains sont venus avec une idée, un intérêt personnel et qui n'est pas approprié sur le sujet de la réunion. Et donc, en fait, on va faire en sorte qu'une personne soit déléguée à ça ou qu'elle puisse mettre sa doléance sur un papier. Comme ça, hop, elle a son idée de déposer. Maintenant, elle est apaisée et elle peut réfléchir en fait sur le sujet dans lequel on va parler. Un des grands enjeux, c'est vrai, on en a déjà parlé, c'est la pollution des réunions par des sujets connexes, le développement excessif de certains sujets, ou l'intervention des gens particulièrement prolixes, etc. Donc, ça, il faut le gérer pour la qualité de la réunion et remplir les objectifs. Et pour ça, il faut la personne qui trépigne, la personne qui a envie de dire quelque chose, on ne peut pas la laisser dans un coin, donc il faut lui proposer
soit de s'exprimer sur un document à part, soit lui donner la parole rapidement en disant que son sujet est peut-être décalé, mais on le recontactera. Voilà, il y a la manière de gérer aussi ce public qui est assez inévitable, hein, c'est normal, les gens arrivent, ils n'ont pas forcément une idée précise de ce pourquoi ils sont là, mais évidemment, il faut absolument le canaliser. Exactement. Et dernièrement, donc cadrer avec une liste de règles de la réunion et demander si tout le monde les accepte. Aujourd'hui, est-ce que vous acceptez? Eh bien, ces règles-là, on est tous équivalents, c'est-à-dire qu'on soit élu, technicien ou habitant, en fait, on se parle tous au même niveau. On assure la bienveillance, que tout le monde puisse avoir sa place et puisse avoir la parole. On se respecte, voilà, on est courtois. Souveraineté, c'est chacun en fait a vécu quelque chose, mais pour autant c'est pas des généralités, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Confidentialité. On a le droit de le dire, on a le droit de dire quelque chose qui vient de soi, que les autres, auquel les autres n'avaient pas pensé, il ne faut pas en faire une vérité absolue non plus. Tout à fait. Et confidentialité, parfois on explique que tout ce qui est dit ici reste ici, il n'y a que les résultats qui sortent. Voilà. Et bien entendu, on respecte le temps de parole. Chacun a 5 minutes pour s'exprimer, après il faut passer à la personne d'à côté. Donc voilà, c'est une liste de règles et en fait quand les gens les acceptent, après on peut les rappeler à l'ordre. Donc, quels sont ces outils, comment on fait l'animation et quels sont ces différents outils? Déjà, on voulait vous présenter des instances qui sont spécifiques. Alors, il y a des conseils partagés, donc ça peut être des conseils extra-municipaux en intégrant des citoyens sur un sujet précis, des conseils de développement où ça va être des professionnels sur des sujets précis avec les habitants qui vont réfléchir et proposer un projet à la municipalité. Il y a aussi des outils partagés. Par exemple, les agendas 21, des COP locales ou des comités locaux sont là où, d'un, on va avoir des conseils et de deux, on va proposer un programme, des objectifs et qu'on va ensuite mettre en place. Il y a d'un côté des conseils, de l'autre toute une globalité avec des outils partagés. Et troisièmement, on peut aller plus loin sur des chartes partagées. Là par exemple, on peut mettre en place une charte de la participation citoyenne, une charte de la concertation ou de l'implication des habitants. En fait, ça permet de cadrer et tout le monde connaît les règles à l'avance puisqu'elles ont été établies collectivement et en fait ça permet d'avancer facilement sur plein de réunions qu'on souhaite mettre en place. Là, par exemple, aujourd'hui, moi, pourquoi je me suis intéressé à ces questions très tôt? Parce qu'il se trouve que j'ai travaillé essentiellement sur des territoires qui étaient à la fois avec assez peu de moyens, territoires ruraux et montagnards, avec peu de moyens financiers, peu de moyens techniques, mais en même temps, des moyens, des enjeux importants, par exemple des contextes réglementaires difficiles, sur des problématiques de risques naturels, des contraintes, des territoires contraints sur le plan des protections, par exemple des espaces naturels, ces questions-là. Donc j'ai eu besoin, moi, tant qu'on parle encore de démocratie participative, j'ai eu besoin dans mon travail, très souvent, en fait, pour pallier aux déficits techniques et humains d'un côté et aux difficultés techniques, aux enjeux techniques de l'autre côté, ou posés par les services de l'État, j'ai eu besoin de mettre en place de manière informelle, comme ça, des structures de démocratie participative pour amener un peu de variété et amener de nouvelles idées et impliquer le territoire aussi davantage, impliquer le plus possible le territoire par des idées qui viennent d'en bas, dans les projets, parce que souvent, ils étaient un peu écrasés par la prise en compte de ce qui leur était imposé, par exemple, par les services de l'ADREAL ou de l'État, d'un côté, et les bureaux d'études de l'autre côté, et les techniciens de l'autre côté. Donc voilà, c'est aussi, moi je sais que c'est par rapport à cet aspect-là que j'ai été sensibilisé à ces questions, la nécessité dans des territoires à moyens faibles ou modérés, mais à enjeu fort, de trouver un moyen de faire valoir un peu une vision qui soit la plus large possible du territoire. Et ensuite, on a des ateliers spécifiques. Alors déjà, dans un premier temps, on va sensibiliser, que ce soit des conférences, des fresques, par exemple, vous avez vu la fresque de la ville, ou des débats thématiques.
Et après, on peut, sur un projet, analyser. Donc ça va être des balades urbaines. On va animer une balade urbaine et on va analyser le territoire. Ça peut être des questionnaires, des enquêtes, mais aussi, de manière plus participative, des cartes sur table. En fait, on va dessiner sur les cartes les problématiques, ce qu'on a analysé, les zones inondables, tout ça. Ou des ateliers d'analyse autres que cartes. Ensuite, on a des ateliers pour produire, des ateliers de co-création avec des outils. Donc ça peut être des cartes partagées, mais aussi, comme on l'a vu, donc, des outils en bois pour construire l'espace public ou des aménagements, voire des actions de production où directement, par exemple, avec la population, on va planter des arbres. Voilà. Et il y a aussi des ateliers pour décider. Donc il y a les fameux budgets participatifs, mais au-delà de ça, on peut faire des votes de priorisation sur certains sujets pour comprendre en fait les priorités de la population vis-à-vis de multiples sujets sur le territoire, et même des référendums locaux. Et comme on l'a dit, il faut tout un processus avant de passer à la codécision. Bon. Donc il y a la dernière partie, on va exposer un petit peu les moyens pour mettre en place la démocratie participative sur le territoire. Alors, dans un premier temps, eh bien, il y a le rôle de l'élu. L'élu, en tout cas on estime, qu'il doit faire preuve déjà de volonté pour imaginer des instances, pour définir des élus référents sur les sujets, sur la démocratie participative. Il doit avoir un réflexe systématique. Ah, ben on a une idée, on va mettre en place la participation citoyenne pour essayer de la développer. Et se donner les moyens, moyens humains, moyens techniques et moyens financiers. Il doit faire preuve d'implication, déjà se former à la participation citoyenne, parce que c'est pas facile d'intégrer tout ça. Et il doit être présent sur ces réunions, mais aussi il doit savoir se mettre en retrait parfois, notamment dans les ateliers. Mais voilà, c'est un jeu où il faut qu'il y ait une maturité, parce qu'il faut avoir la volonté et en même temps l'humilité de se dire je me donne quand même un moment où je reste un peu en retrait pour laisser venir un peu les idées. Ce qui ne veut pas dire qu'au final, évidemment, il n'y a pas la décision finale, parce que s'il est élu et que les autres sont des citoyens, c'est que c'est lui qui est quand même en charge de mettre en œuvre ou pas le projet. Alors on n'est pas là pour donner des leçons, mais voilà, c'est en tout cas les idées qu'on veut vous transmettre. Et il doit incarner une vision, parce que la vision sur notre territoire, c'est la démocratie participative pour assurer en tout cas la ville durable, les territoires durables de tout le pays. Ensuite, il y a le rôle des agents et des professionnels, que ce soit des agents de la collectivité ou des professionnels extérieurs. Donc on estime que déjà il doit faire preuve de collaboration pour laisser place en fait à l'intelligence collective lors des ateliers. Il doit proposer aussi des sujets des sujets qui seront à mettre sur la démocratie participative. Et l'idée des ateliers. L'idée, c'est par exemple, on va mettre 5 tables. On va réfléchir au sujet inondation, sujet environnement, sujet voirie, sécurité. Et en fait, le mieux, c'est d'avoir un référent technique sur chacun de ces ateliers, un animateur ou plusieurs animateurs qui vont être là pour assurer les ateliers. Et en fait, ils seront les garants. Ils vont nous permettre déjà de vulgariser, d'expliquer de manière simple et claire le travail, le sujet, et expliquer les possibilités et les contraintes vis-à-vis du sujet. Et là, effectivement, on ne peut pas, parce qu'il y a des raisons, on ne peut pas planter des arbres. Ah d'accord, vous savez pas, merci, heureusement que vous êtes là. Et il doit faire preuve d'intégration, parce qu'en fait, il faudrait qu'il imagine les projets pour et avec la participation citoyenne, c'est-à-dire réfléchir en amont qu'on va faire participer les habitants, et donc du coup pas se précipiter sur un projet. Et aussi, pourquoi pas, se former aux techniques d'animation, parce qu'il peut être co-animateur, voire même parfois il peut être animateur d'un processus participatif. Et les agents dans les collectivités, souvent, quand ça fonctionne assez bien, c'est un agent qui est suffisamment à l'aise, un DGS par exemple, qui est bien implanté, et qui va, avec la veille qu'il peut avoir sur son quotidien, dans ce qu'il reçoit comme information, sur les procédures, va alerter les élus et va savoir leur dire
leur suggérer peut-être de lancer des actions dans tel ou tel domaine parce qu'il a vu passer tel ou tel nouveau appel à projet, etc. Ça, c'est ce qui fonctionne bien en général. Et s'il rencontre les élus qui sont motivés, qui ont quelques compétences et qui ont le temps de s'impliquer, c'est comme ça souvent que les projets fonctionnent bien. Et c'est un moyen aussi de valoriser souvent parce que les agents dans les collectivités sont souvent pris par des questions quotidiennes, des questions voilà, de la gestion du quotidien. Et c'est aussi un moyen de motivation, de se dire, ben voilà, j'ai aperçu telle ou telle possibilité, par exemple s'engager sur un territoire engagé pour la nature, n'importe quel process. Et donc il va s'impliquer, ça va le motiver, ça va aussi motiver les agents de terrain peut-être à valoriser leur pratique, parce qu'il y a tout l'aspect humain, on va dire le sens qu'on donne à son travail, tout ça, ça fait partie évidemment aussi des motivations et des mayonnaises qui prennent bien. Et donc moi, là où j'ai vu que ça marchait le mieux, c'est quand il y avait à la fois des techniciens qui restaient à leur place, mais qui suggéraient et qui accompagnaient correctement leurs élus, et puis des élus qui pouvaient s'impliquer, qui s'intéressaient et qui savaient qu'ils pouvaient s'appuyer pour le suivi de leur démarche sur des agents. Tout à fait. Et le troisième acteur, donc le facilitateur. Alors, il y a plusieurs possibilités. Déjà, faire appel à un prestataire, à un extérieur. Il va faire valoir plusieurs expériences sur plusieurs territoires, et du coup, il va pouvoir avoir un panel d'outils à disposition pour faire le projet. Et il sera jugé par la population comme dépolitisé. Donc ça, c'est un avantage à ne pas négliger. Ou alors, on va recruter des agents, on va recruter un animateur en participation citoyenne. Ça permet, en tout cas on imagine, de réduire les coûts sur le long terme. Il y a des services participation citoyenne dans certaines communes, par exemple à Rennes ou à Grenoble, il y en a. Ils ont la connaissance du territoire, donc ça leur permet de lier les différents projets entre eux, de discuter avec les différents services et de pouvoir communiquer plus facilement afin d'organiser la démocratie participative. Il faut savoir que par exemple à Rennes, ils ont à Rennes et leur métropole, ils ont un service de démocratie participative, mais dès qu'il y a une concertation, un sujet qui demande de la médiation, et bien là ils font appel à des professionnels extérieurs. Voilà. Et souvent, des collectivités en fait, prennent des plateformes, par exemple on a la plateforme Consultlox là-bas, ils vont se dire on va faire de la démocratie participative grâce à cette plateforme-là. Faire attention, une plateforme ne remplace pas un outil, voilà. Le même débat, l'outil ne remplace pas l'incarnation. C'est ça. C'est un outil complémentaire. Il ne va pas remplacer une animation. Donc il faut faire attention à ne pas prendre trop facilement un outil. C'est vraiment dans une démarche plus globale. C'est vrai que l'idée du tiers en général, c'est vraiment quelque chose de central, que ce soit un intervenant extérieur. Ça peut aussi être des stagiaires. Moi, pour avoir vécu, je veux dire, un stagiaire peut amener une nouveauté, un regard extérieur, neutre, on va dire, sans affect par rapport à des passifs éventuels, etc. Donc tous les tiers sont effectivement des vecteurs intéressants pour initier la démocratie participative. Moi, pour donner un tout petit exemple, quand j'avais été stagiaire pour un projet d'aménagement sur le Mont Égual, je sais que c'est le service com du Parc national des Cévennes que vous avez recruté, parce qu'ils avaient besoin de des gens qui allaient dialoguer avec le Météo France, parce qu'ils n'arrivaient plus à discuter avec entre le Météo France et le Parc national des Cévennes. Donc là, on va envoyer des stagiaires, comme ça va bien se passer. Et effectivement, ça avait marché pour renouer le dialogue. Donc ça, c'est vraiment le tiers, l'idée du tiers extérieur, neutre, bienveillant, qui n'a pas de... C'est quelque chose d'important. Tout à fait. Alors, on va bientôt arriver à la fin. Déjà, on voulait vous montrer un petit peu qu'il y a un panel d'outils pour découvrir et comprendre la participation citoyenne.
Donc il y a l'association Graines Occitanie qui est l'association et l'association Graines en général qui propose expliquer les ateliers, comment les mettre en place, tout ça. Vous avez le réseau de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, l'ICPC. D'ailleurs, on les remercie parce qu'en fait, le président a mis un regard sur la présentation, sur la conférence. Et il y a aussi des livres sur la participation citoyenne. Après, il y a les services de l'État qui peuvent vous aider. Là, il y a la CNDP, le CEREMA ou l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc voilà, ils vous conseillent, ils ne vont pas vous accompagner, ils vont peut-être vous expliquer certaines choses, ils vont vous dire il y a tel acteur ici, tel acteur là, qui peut vous faire la participation citoyenne. Ça permet d'avoir un conseil en amont. Et dernièrement, eh bien, la question principale même, c'est le budget. Combien ça coûte la démocratie participative? Alors ça dépend. Un budget participatif, disons pour les collectivités d'ici, ça peut coûter entre 30 et 80 000 euros. Ça représente souvent entre 2 et 5% du budget, ou on peut dire 5 à 10 euros par habitant. Mais il faut penser qu'un budget participatif, on dit eh bien, on met 60 000 euros pour les projets. Pensez qu'à côté, on paye le prestataire qui fait la participation citoyenne, que ce soit la plateforme ou l'animation à côté. C'est des coûts de revient typiques de maîtrise d'œuvre, hein, oui. De prestation de service. Quoi. Tout à fait. C'est-à-dire entre 5 et 15%. C'est ça. Et sur la concertation, c'est pareil. Sur la concertation, c'est pareil. Ça pourrait être entre 5 et 10% du projet. Alors ça dépend s'il y a un maître d'œuvre. Nous, l'assistance à maîtrise d'ouvrage s'intègre dedans. Ça peut faire entre 10 et 15% pour une totalité. C'est un investissement, certes, mais ça permet une certaine sécurité. Et pour faire vivre des instances, ça peut aller de 10 à 20 000 euros, peut-être plus si c'est une grande collectivité, il y a beaucoup de réunions à faire, mais sur toute une année, avec par exemple une réunion par mois, et c'est l'estimation qui semble juste. Alors du coup, la question c'est combien on est prêt à mettre dans notre collectivité pour faire vivre la démocratie participative. Il faut oublier que, en dehors des professionnels, justement, si vous avez mis en place un process de démocratie participative, que vous avez des citoyens impliqués qui sont habitués à se rencontrer, à se réunir, c'est vraiment un outil, puisque souvent c'est un sujet qu'on aborde dans beaucoup de domaines, le suivi des actions. Qu'est-ce qu'on fait après les fameux observatoires, comment on gère tout ça, comment on le finance, comment on passe du temps à évaluer. Et si vous conservez un outil qui a été mis en place sur la commune à travers un groupe de travail de citoyens, ça vous fait typiquement une petite instance qui vous permet après de faire du suivi de vos projets sur le long terme sans engager des études pharaoniques, des statistiques, des observatoires et même le recours systématique à des professionnels. Donc ça c'est vraiment aussi c'est un outil pas trop onéreux pour la commune s'il a fonctionné, il a conservé. Je sais par exemple, moi dans une démarche Agenda 21, on avait conservé le groupe de travail Agenda 21, même après l'abandon partiel du projet, pour faire une instance de suivi des projets de la commune. Donc voilà, on a fini. On vous remercie de nous avoir écoutés. Aujourd'hui on a posé les choses un petit peu pour voir un petit peu ce qui existait et comment ça a été le principe. Sur le département, si vous avez des idées de thématiques, alors là on n'a pas été par exemple détaillé ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, il y a le dialogue territorial, c'est un aspect de la démocratie participative, souvent lié à la gestion d'un projet peut-être qui engendre des conflits. Donc on ne va pas travailler de la même manière dans un dialogue territorial. Par exemple, on ne va pas utiliser le débat au début, on va faire exprimer les gens. Donc voilà, il y a plein de façons de travailler. Et l'intérêt, je pense, d'avoir un regard extérieur, c'est aussi c'est que le professionnel va vous aider à cibler quand même assez rapidement. Il faut qu'il comprenne bien votre territoire, comment il fonctionne, quels sont les enjeux, quels sont éventuellement les passifs ou les questions qui sont restées un petit peu en suspens. Et en ayant cette vision-là, il va vous accompagner
pour que le projet soit de meilleure qualité possible, parce que en fait la démocratie participative, il faut quand même que il y ait une bonne compréhension, une vision globale, la plus globale possible du territoire, pour pouvoir hiérarchiser ce qui est important, ce qui est secondaire, essayer d'éviter des écueils qui vont dans... La notion de temps, elle est traversante. Au début, il faut le voir comme un investissement, donc forcément, on va consacrer du temps avant d'avoir des résultats. Mais une fois, si on l'a fait correctement, effectivement, après, on voit la qualité du retour. Et là, on a le sentiment d'avoir gagné du temps. Mais c'est vrai qu'au début, il faut mettre en place des choses. Et c'est la notion d'investissement. On n'a pas de retour immédiat. C'est vrai que ça demande du temps. Et après, en déléguant, on a vu des exemples. En déléguant, plus on a de personnes à faire participer, plus on peut effectivement déléguer l'animation. Essayer de contrôler. Alors j'imaginais qu'il y allait avoir cette question. Je la gardais sous le coude. Le financement. Est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'il y a des financements pour la démocratie participative, la concertation, tout ça? On a fait nos recherches, on a discuté avec les professionnels de la CNDP, de l'Agence nationale de la cohésion du territoire, et même de l'Institut de la concertation, tout ça. Et en fait, non, il n'y a pas d'aide, malheureusement. Il y en a eu, parfois, à un temps très donné, avant les élections. Et en fait, l'Agence nationale de la cohésion du territoire, qui peut vous accompagner, conseiller sur comment faire ça, en fait, on lançait un appel à projet. 15 territoires, petites et moyennes communes, ont été retenus. Et en fait, c'est un gros financement de 150 000 € sur 3 ans pour mettre en place tout un processus de démocratie participative avec concertation, participation citoyenne, tout ça. Et maintenant, ils sont dans ce processus, mais les autres communes qui veulent le faire, il n'y a plus rien. Alors il m'a expliqué, ce monsieur, qu'il y a la possibilité, sur un projet précis, où il y a de la concertation, de demander une participation de la CNDP. Ils se réunissent toutes les semaines et ils font, voilà. Il peut y avoir des aides, mais si on regarde sur les sites du gouvernement ou sur les sites d'aide, en fait, il n'y a rien, malheureusement. La concertation sera prise en compte que dans un projet précis. Donc voilà. Pour l'instant, il faut bouger aussi nos politiques pour qu'ils mettent en place des budgets, des enveloppes pour nous aider. Voilà. Les réticences, quelles sont les réticences les plus fortes que les élus pour rencontrer? Les mots-clés qui ressortent, les peurs, les craintes vis-à-vis de la participation citoyenne, du fait d'impliquer les citoyens dans des projets qui soient urbains. Une perte de temps. Réalité. Ou une perte de contrôle sur le... Ouais. La tentation est toujours grande d'essayer d'avancer à pas feutrer pour ne pas trop agiter. Donc c'est les deux, effectivement, la perte de temps, le sentiment, la peur de la remise en cause des actions. Ils ont peur du gueulard, de la personne qui va tout remettre en cause. Donc il y aura toujours des perturbateurs. Mais il faut savoir gérer un petit peu ces perturbateurs. Si ça fonctionne, on s'appuiera sur le reste du groupe aussi. Quand un groupe fonctionne, s'il y a des personnes qui sont des trolls, des informatiques, bon, il y a quand même, s'il y a une ambiance de qualité, il va y avoir aussi l'appui pour les élus du reste de la population plus passive qui va donner une inertie pour aller dans le sens d'un projet d'intérêt général contre des éventuelles personnes qui seraient perturbatrices, alors que si on le fait frontalement, entre l'élu et l'opposant ou le vindicatif, c'est plus compliqué. Oui, si je peux me permettre en tant qu'élu, donc je crois qu'il y a une raison profonde qui n'est pas celle qui va être dite, c'est justement d'être dépossédé du pouvoir. Ouais.
Hein, c'est assez clair, on l'a vu tous les échelons, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, quand on lance ce genre de procédure, il faut être prêt à ne pas avoir raison. Il faut être prêt à avoir tort. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'élus qui sont capables de ça, je crois. Non, c'est vrai. Et d'autre part, vous parliez de perturbateur, mais je ne crois pas que ça soit ça qui craignent. C'est que ça aille vers autre chose que ce qu'eux auraient voulu faire, c'est-à-dire avoir quelque part, j'ai entendu, moi, dans une grosse structure locale, un élu important dire on finance des gens pour qu'ils nous critiquent. Voilà. Mon propos, c'est ce que j'ai entendu. C'est révélateur. Est-ce qu'il y a des questions peut-être à moi? Oui. Vas-y, parle un peu plus fort. Tout à l'heure, vous parlez des moyens de mobiliser les habitants et notamment d'aller les chercher pour ceux qui sont éloignés géographiquement, peut-être du lieu de décision ou du lieu de réunion. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait peut-être plus pertinent d'aller vers eux, d'aller vers le lieu du projet directement? Parce qu'on a souvent des invisibles dans les territoires, je les appelle comme ça, des personnes qui n'osent pas aller se déplacer en mairie par faute de temps, par manque de légitimité, peut-être parce qu'ils se sentent légitimes, pardon. Et vous ne pensez pas qu'il serait plutôt plus intéressant d'aller vers eux, d'organiser des moments de convivialité pour qu'ils se sentent plus à l'aise avec les élus et les autres instances? Vous voulez dire en amont des projets, pour créer un sentiment d'appartenance, déjà susciter un sentiment d'appartenance? Oui, voilà, peut-être en amont des projets et sur la concertation, au lieu de faire vraiment une réunion entre quatre murs avec l'élu qui est sur une grande estrade et tous les habitants derrière, mettre un petit triporteur, une petite caravane, un petit camion. De toute façon, aller sur le plus... Ça fait partie des outils, effectivement, l'animation, la vie de la démocratie participative doit se faire le plus possible sur les lieux des projets, si c'est en extérieur ou au plus près des projets, et sous la forme qu'on a évoquée, c'est-à-dire essayer de mettre tout le monde au même niveau, parce que l'idée là c'est de recueillir des avis, c'est pas de prendre des décisions, donc il n'y a pas besoin effectivement de faire les estrades. Mais moi je vois trois choses. Justement, si je peux juste intervenir là-dessus, alors nous sur elle, c'est quelque chose qui nous interpellait beaucoup parce qu'on a un quartier prioritaire, on a une population difficile, une population qui ne participe pas à ce genre de choses. Et ce qu'on a mis en place pour aller chercher ces personnes qui sont éloignées de ce type de manifestation, c'est le tirage au sort. Le tirage au sort, tout simplement parce que... Et on a, pour essayer aussi de pallier à ce que vous disiez au début, aussi la représentation masculine, âgée, mâle, aussi, hein, parce qu'on a aussi cette problématique. Et derrière, ces gens tirés au sort, on est allé les rencontrer par du porte-à-porte. Et le porte-à-porte, effectivement, comme disait le jeune homme, de se déplacer vers les gens. Et nous, c'est comme ça qu'on est allé chercher des personnes qui ne seraient jamais venues à nos groupes de travail au niveau de la population. Voilà comment nous, on a pu essayer d'aller chercher ces personnes-là. Alors, ça, c'est pas sur la partie... Quand on crée un groupe de travail, en général, on a une partie de volontaires, une partie de tirés au sort. Effectivement, on a plus de volontaires que de tirés au sort, on essaye d'en avoir autant. Bon. Mais c'est quelque chose qu'on met systématiquement en place et qui nous permet de récupérer des gens qui ne seraient jamais venus sans ça. Plus d'itinérance sur les quartiers aussi, c'est-à-dire on se met sur une place ou sur un jardin public et on ouvre le débat et ça, on voit les réunions grossir. Les gens, vous faites quoi? On peut venir, bien sûr. C'est ce que fait l'État aussi, tirage au sort sur des grosses concertations comme ça. Donc effectivement, il y a les trois choses. Il y a ça, aller chercher les personnes. De deux, on peut utiliser des outils numériques pour aller chercher les personnes qui n'ont pas le temps. Mais une réflexion que j'ai eue avec le service NPNRU de Perpignan, c'est qu'en fait, il y a des populations qui en fait, se sentent pas concernées par les projets. Exemple, quartier Saint-Jacques, ils ne se sentent pas concernés, ils ont d'autres problèmes. Et en fait, c'est du coup, trouvons des sujets qui les concernent directement. Des sujets de santé, des sujets de sécurité, autres que le sujet d'aménagement en centre-ville qui en fait ne concernera pas. Donc des fois il faut...
parce que c'est un sujet fondamental en fait qui vient d'être évoqué et nous à la région, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais oui, on va passer en fait on a construit notre feuille de route de participation citoyenne avec les citoyens justement aussi, les agents, fait référence à tout ce que vous avez évoqué. Donc on a fait une vraie assemblée participative en fait où on a mis autour de la table les élus, les agents et les citoyens. Et en fait on est allé, déjà on a fait cette démarche d'aller vers eux aussi et pas d'attendre qu'ils viennent vers nous. Donc ça correspond justement tout à fait à la question. Et ce qu'il est ressorti très brièvement, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, aussi c'est que les personnes ont besoin qu'on aille vers eux. Et qu'on aille vers eux pour les démarches de participation citoyenne. Donc on appelle ça, nous, après la causerie mobile, en fait, où on va vraiment se déplacer dans les quartiers, dans la ruralité, pour aller faire de la participation citoyenne, mais aussi déjà ne serait-ce qu'informer et écouter, ce qui est la base même de la participation citoyenne, c'est déjà se mettre en position d'écoute, justement de la part des élus et de l'administration aussi. Et en fait, ces démarches-là du aller vers, on appelle ça, on est en train de le faire en fait dans toutes les démarches qui sont issues des compétences de la région, puisque aujourd'hui, la région Occitanie, c'est 70% par exemple prendre cet exemple de la région Occitanie, 70% du territoire c'est de la ruralité. Donc si on ne va pas vers eux, on s'aperçoit que les citoyens ont beaucoup de mal à venir vers nous, et c'est tout à fait normal. Ce que je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est qu'on commence la table ronde, comme le sujet commence à se... Donc les personnes qui sont là à la table ronde, on va prendre les chaises et on va se mettre ici en arc de cercle, et en fait on va aborder les sujets. Donc il y a tout sur le PowerPoint. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait des questions peut-être avant? C'est bon? Très bien. Eh bien, allons-y. Mettons-nous en place. Voilà. Moi, donc, Laure, je te laisse. Moi, je suis Barbara Boyard, j'ai en charge de la démocratie participative. Donc, je suis agent à la mairie d'Elne. Benjamin nous a proposé de venir présenter. On s'est engagé dans beaucoup de démarches participatives, donc on a sélectionné 2-3 thématiques dont on va vous parler à deux fois. Alors peut-être dire déjà que c'était un engagement de campagne de cette équipe municipale. Elle a 3 axes forts, dont un est la participation citoyenne, et c'était une première. Hein, donc on fait plein de brouillons de choses. On est parti quand même, dès le départ on a créé un service, bien qu'à mi-temps, mais un service sur ce sujet. C'est important, comme vous disiez, qu'il y ait dans les services au moins un référent qui porte ce sujet. Voilà. Et un budget, même s'il est petit, on sait qu'on a un peu de moyens pour mener des actions. On a créé une assemblée des habitants, et là un peu théorique, qui est née sous des mauvais auspices, puisqu'il y a eu le Covid qui a paralysé pendant un an et demi, donc c'était compliqué. On va en faire les bilans là, au bout de 3 ans, parce qu'elle doit être renouvelée. Peut-être on va l'ajuster avec eux, on va voir comment on pratique tout ça. On a aussi créé assez rapidement une plateforme en tant qu'outil d'accompagnement des dispositifs. Et un mode de fonctionnement par commission les plus large possible. On a 18 commissions, chaque élu majoritaire est référent d'une commission. Alors c'est des fois compliqué, hein, je ne dis pas que c'est le miracle. Déjà une réflexion sur les outils politiques internes de la démarche. Et puis là actuellement on a 3 chantiers en cours à divers niveaux sur l'échelle de la participation que vous avez décrite tout à l'heure. On a un projet qui est de la concertation, qui est en cours, mais qui est plutôt sur sa phase finale, qui est l'élaboration d'un plan des mobilités apaisées sur la ville. Donc ça, Laure va en dire quelques mots. Et là, on est sur de la concertation. C'est très important, vous l'avez dit, de définir à quel niveau on mobilise les habitants pour ne pas tromper non plus et créer de déception. Et on a un autre projet qui est la redéfinition d'une friche urbaine qui est l'ancien collège désaffecté qui a été donné par le département à la ville et qui est au sud de la commune qui jouxte le complexe sportif. Je vais vous en parler. Là on est sur de la co-construction, en tout cas c'est ce qu'on veut. Et puis on a une autre action en cours qui rejoint peut-être les autres, qui est Elne Ville-Jardin, qui est un projet de plantation comestible en ville et là qui se fait vraiment avec les habitants aussi. C'est de la co-réalisation sur un axe politique décidé par la commune.
Donc peut-être je laisse la parole sur les mobilités rapidement, comment on a procédé. Voilà, alors nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était de réaliser un plan des mobilités apaisé sur la commune en partant du piéton, de l'utilisateur le plus vulnérable et de l'utilisateur qu'on est tous, puisque qu'on soit automobiliste, cycliste, etc., il y a toujours un moment où on est piéton. Donc on souhaitait partir vraiment du piéton. Pour cela, on a réalisé des marches exploratoires, on a divisé la commune en 5 secteurs. On a invité donc à chaque fois tous les habitants de ces différents secteurs à venir participer à ces marches exploratoires. C'était des samedis matins, avec petit déjeuner. Voilà. On en parlait tout à l'heure aussi pour attirer les gens, l'esprit convivial, l'esprit agréable. On n'est pas dans de la réunion fastidieuse. Voilà. Donc il y avait cet aspect un petit peu vraiment d'amener les gens à partager un moment en fait ensemble. Donc on a réalisé ces marches exploratoires sur le territoire. Le CAUE nous a, qui sont toutes les deux là, nous a accompagnés dans cette démarche. Donc on a réalisé ces 5 marches exploratoires. Suite à ça, on a évidemment fait émerger des thématiques qui ressortaient comme beaucoup plus problématiques que d'autres. Avec ces thématiques, on a réalisé des ateliers, ça c'était l'été dernier, on a réalisé des ateliers où on a réinvité tous les participants aux marches exploratoires et toute la population au sens large. On a eu plus de 200 participants en tout, entre les différentes marches, les différents ateliers, etc. Et donc lors de ces ateliers ont émergé les premières propositions d'amélioration, passer telle route à sens unique pour pouvoir y naviguer, du stationnement, un cheminement doux, etc. Donc il y a toutes ces idées qui ont émergé. Suite à ça, le CAUE nous a rendu une première étude globale sur la commune. Et là, on se voit très bientôt, puisqu'elles vont nous présenter une étude plus spécifique sur la thématique de la piétonisation. Parce que même si on pensait que la piétonisation, ça allait être vraiment... On ne voulait pas dire le mot, d'ailleurs, lors des marches exploratoires et des ateliers. On voulait voir comment ça allait venir, parce que c'est une volonté, mais il faut un accueil positif. Et bien, le mot est sorti, le mot est venu des habitants eux-mêmes, et on sent qu'il y a une évolution. Et finalement, peut-être quelque chose que l'équipe municipale ne se serait pas autorisée, parce que finalement, on se rend compte que les habitants vont parfois plus loin de ce qu'on aurait osé. Donc, comme quoi... C'est un point extrêmement important qu'on a effectivement, que souvent la peur elle vient des élus et les habitants sont beaucoup plus réceptifs et finalement beaucoup plus innovants et qu'on peut l'imaginer. Voilà, et là on en est à la phase, donc on va avoir ce rendu concernant la piétonisation, donc le 16 février. Et nous avons retenu un bureau d'études là purement technique pour mettre en œuvre donc toutes les préconisations, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, comment, toutes les préconisations techniques du coup pour après pouvoir rentrer dans les phasages de travaux et de mettre en œuvre ce plan de mobilité. C'est-à-dire que donc, si on reprend le tout début de votre présentation, on est allé à l'inverse en fait de la fameuse réunion publique où on arrive avec un projet arrêté. On est allé chercher les gens d'abord pour pouvoir après leur présenter. La réunion publique, elle aura lieu, on a dit avril, mai, quelque chose comme ça, pour pouvoir présenter le projet finalisé finalement avec les habitants. Essayez de faire. Vous lui montrez peut-être la Alors, plateforme. oui, on a donc la plateforme qui nous permet aussi de mettre en ligne tous nos projets lorsqu'il y a des événements, de les partager. Je sais que tu la regardes de temps en temps, mais là, elle n'est pas sur l'écran, elle est sur le tien. Elle est sur le tien, mais elle est pas là-haut. Donc oui, l'outil de la plateforme, il est aussi venu, comme le disait Sylvaine tout à l'heure, du fait que lorsque la démarche participation citoyenne s'est lancée, on était en pleine période Covid. Et il fallait quand même qu'on puisse communiquer avec les habitants sans pouvoir les rencontrer, puisqu'on n'avait pas à ce moment-là le droit de se réunir. Ça a été assez compliqué. Donc c'était un outil qui nous permettait aussi de partager avec les habitants, de récolter leur avis. Après, si vous souhaitez aller la voir comme ça par curiosité, c'est Elle nos citoyennes. Voilà, et donc là, on a le plan des mobilités où on a mis toutes les marches exploratoires, tous les retours, tout ce qui en est ressorti, toutes les propositions qui en sont ressorties. Et on s'en est parfois servi pour une consultation. Par exemple, sur le sujet dont je vous parlais, on cherchait à rebaptiser le site. On a fait un appel, un concours d'idées et on a voté sur les propositions
Pour l'instant, on ne l'a pas encore utilisé en aller-retour de consultation. Ouais, mais parce que, mais voilà. c'est une chose qu'on fera, mais on ne l'a pas utilisé pour l'instant. Juste comme ça. Ok. Peut-être juste un focus sur le deuxième projet, parce que c'est une autre démarche. Donc, Espace Salita, c'est l'ancien collège, donc le sud de la ville, un collège abandonné pour des années 60, etc., reconstruit ailleurs. Et donc, la ville l'avait depuis 5-6 ans, et la précédente équipe n'en avait rien fait. Donc, le site s'était un peu refermé en végétation, il était envahi de plantes, parce qu'il était végétalisé à l'origine. Donc, la première chose qui a été faite, c'est de l'ouvrir, de le nettoyer, de le livrer en parc provisoire urbain, parce que bon, il n'est pas aménagé pour ça, mais il est praticable. On y a testé des fêtes, des manifestations culturelles. Il y a des événements associatifs qui nous le demandent pour pouvoir faire des choses en extérieur. Donc on le fait vivre déjà sur des activités extérieures, mais sa particularité et sa limite, c'est qu'une partie est amiantée et qu'on n'a pas les moyens de tout raser sans savoir ce qu'on va faire là-dessus. Donc on a perdu un peu de temps à réfléchir entre nous, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, avec des idées contradictoires. Comme il jouxte le complexe sportif, il y avait beaucoup de demandes un peu directes, allez, on fait des choses dans le domaine du sport, alors que c'est un lieu qui peut être partagé, plus ouvert. Et donc on a décidé d'engager un processus participatif pour la définition de ce projet. Et là, on s'adjoint les compétences de ce que vous avez appelé facilitateur. Donc là, en l'occurrence, c'est Fréquence Commune, c'est une coopérative qui est issue des listes participatives de 2020 et qui commence à avoir une expérience dans ces logiques-là, pour travailler la participation et de façon concomitante, sans qu'on l'ait vraiment géré, mais c'est arrivé comme ça. En parallèle, on avait fait une demande auprès de la NCT pour être accompagné sur la rénovation de la friche, et ils nous ont financé à 80% une étude technique, un bureau d'études techniques, qui n'avait pas cette approche participative. Et comme ça s'est fait au bon moment, on a pu matcher les deux, et ça marche très bien. Enfin, les deux cabinets se renforcent dans leur logique. Donc le processus est simple. Au départ, la première des choses, c'est le bureau d'études, il nous dit quels sont les objectifs. Il réunit les élus, quels sont ces objectifs, quel est le cadre non négociable, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes techniques, par exemple l'amiante, financières et des objectifs politiques. Par exemple, nous on dit on veut ceci, il y ait un fort marquage environnemental. Donc ça c'est une orientation politique. Ça, le cadre non négociable, il est défini par les élus. Deuxième étape, on constitue un groupe de travail composé d'habitants, donc volontaires, qu'on va mobiliser sur une réunion publique et tirer au sort, comme l'a décrit tout à l'heure Laure, des élus et des techniciens et des représentants associatifs. Ça fait une quarantaine de personnes. Donc on a fait 2 réunions, 2 samedis entiers avec ce groupe. On n'a jamais les quarantaines, on a toujours entre 30 et 35. La première réunion, c'était allez-y, rêvez. Donc avec tout un tas de processus. Et là, le facilitateur il est important parce qu'il cadre vraiment cette histoire du grand de gueule et tout ça, ça disparaît parce que il y a des règles du jeu pour faire que tout le monde puisse s'exprimer. Pardon, je vous oublié. Il y a le temps de parole aussi. Voilà, j'ai fini. Et une deuxième réunion, on a recentré, c'était samedi dernier. Et là, pour définir le cahier des charges qu'on livre au bureau d'études techniques, qui travaille pendant 1 mois et demi et qu'on retrouve fin mars pour avoir un projet. Et ce groupe présentera ce projet pour une décision au conseil municipal. Voilà, le processus est ça. Donc, on va jusqu'à la co-construction du projet. Merci beaucoup pour ce témoignage. Du coup, c'est bien ce qu'on fait sur un niveau. Qui veut prendre la parole du coup Je prends la suite. Donc Jean-François Forêt, donc, je viens d'une commune un peu lointaine, même si maintenant j'habite à Cabestany, mais ce que je vais vous témoigner, c'est plus ça vient de Pomerieux, une petite commune de 700 habitants en Mayenne, juste à côté de la Bretagne, où j'ai été élu au dernier mandat. Et en fait, on avait la volonté, même l'équipe encore avant moi, d'impliquer énormément les gens. Et on a mis en place, pour l'aménagement de l'entrée de bourg, donc des tables rondes, voilà, où en fait on avait des habitants et on faisait des ateliers. Donc on avait pris l'option de prendre un facilitateur qui animait et on faisait des jeux. En fait,
tous les habitants qui étaient autour de la table. Donc il y avait des habitants, des élus, on a toutes les tranches d'âge parce qu'il y avait des enfants qui sont dessus. On mettait des gommettes, on passait les jeux, on était piétons, on était en personnes âgées, on donnait des rôles. Et pour voir en fait là, comment aménager notre entrée de bourg qui était un gros problème de vitesse. Et en fait on avait nos limites. Donc, ils nous ont fait passer chez des gens qu'il fallait exproprier et tout. Après voilà, on ne se donnait pas de frein. Ça c'était une solution. Donc là l'aménagement de bourg il est en place depuis cet été là. Donc après il y a eu des bureaux d'études techniques qui sont intervenus derrière. Le seul retour entre guillemets négatif qu'on peut faire sur ce projet-là, ou sur les projets comme ça où on a impliqué les gens, vu qu'on était une petite commune, les projets mettaient 3-4 ans à sortir. Donc quand on avait fait ces réunions-là, donc ça c'était en 2017-18, donc il est sorti là, les gens disaient bah, le projet il est tombé dans les oubliettes ou pas? Non, mais il faut les finances pour faire avancer le projet. Donc c'est ça, c'est notre défaut qu'on avait, c'était pas de les tenir assez au courant de l'avancée du projet. Ils pensaient que c'était tombé un peu dans les oubliettes. Et après, dans d'autres démarches citoyennes qu'on avait, il y avait d'autres photos. Je peux aller les chercher si tu veux. Non, mais tu les avais. C'était sur la journée citoyenne parce qu'on avait mis ça en place donc dès 2017, parce qu'on avait créé un nouveau parc. Donc, les aménagements avaient été choisis déjà par les habitants, avec les assistantes maternelles pour les jeux, les parents d'élèves et tout ça. Et financièrement, on leur a dit, il y a eu beaucoup de plantations de fêtes aussi dans le parc, financièrement la commune, si on veut le faire, il va falloir du temps. Parce que faire des plantations, c'est beaucoup de temps. Nous, la commune, on peut payer toutes les plantations, ça c'est pas un souci, mais le temps humain pour les faire, on est à court, et donc on a organisé depuis 2017, sauf période Covid, tous les ans une journée citoyenne, où on avait à peu près une centaine de personnes de la commune qui venaient pour participer. Et chose qui était très importante, et ça a été dit par elle aussi et tout à l'heure dans la présentation, c'est la convivialité. On avait un repas qui était préparé par un groupe d'habitants, et on mangeait tous ensemble le midi. Et ainsi de suite. Et tous nos temps qu'on fait de démarches participatives comme ça, il y avait toujours un temps informel à la fin, avec un petit café, un petit jus d'orange. Et en fait, on échange encore plus dans ces temps-là que des fois dans les temps de chantier, où on est autour d'une table en se posant. Quand on se met en dehors, il y a énormément de choses, et ceux qui sont un peu plus réservés viennent vers les gens pour discuter aussi facilement. Et le Covid avec les visios, tout ça, c'est des temps qu'on a perdus et qui sont vachement importants. Voilà. Et encore, on a fait plein de trucs, mais qui mettaient là-dessus. Voilà. Oui, parce que tu m'as envoyé plein de choses. Ouais, il y en a plein. Je savais pas très bien, je pense qu'il y avait, dans ma tête, il y avait une logique. Non, après, en fait, il y a plein de projets qui se sont imbriqués. On a commencé, le tout premier, c'était le famille énergie positive, comment faire économiser de l'énergie dans les foyers, en faisant des gestes du quotidien. C'est parti sur un projet solaire photovoltaïque, c'est parti sur l'aménagement du parc. En fait, il y a une chronologie, mais les premiers projets, c'était le mandat, donc avant moi, donc il y a combien d'années alors pas le mandat là, pas le mandat d'avant, notre mandat d'avant. Donc ça fait quelques années que la dynamique elle est lancée, et on retrouve après souvent par contre les mêmes habitants qui reviennent dans beaucoup de démarches. Dans les réunions, tout ça, c'est souvent les mêmes qu'on retrouve. Donc c'est intéressant, mais on arrive à avoir des bons groupes de population quand même qui se mobilisent là-dessus, qu'on va aller chercher. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Bravo Olivier. Bonjour à tout le monde, Olivier Romero-Gaillot, donc je suis conseiller régional et délégué à la participation et l'engagement citoyen à la région Occitanie. Moi j'ai été initié et formé par Joe Spiegel à la participation citoyenne. Et Joe Spiegel c'est vraiment un élu qui a mis ça en place depuis les années 84 dans une ville de 10 000 habitants en Alsace. Et ses retours, et je dis ça parce que j'y pense qu'on en parle souvent et c'est super important, de toujours les moments de convivialité. Et Joe Spiegel, je trouve, définit bien ça en disant que tout le monde doit participer au festin démocratique. Je trouve que c'est vraiment ce qui souvent est la ligne directrice et le fil rouge de toutes les démarches de participation citoyenne. Alors à la région Occitanie, en fait, on fait de la participation citoyenne depuis 2016, où ont été mis en place les budgets participatifs et en 2019 une convention citoyenne aussi
d'Occitanie, avec tirage au sort sur 100 citoyens, etc. On a un écosystème en fait qui ressemble beaucoup à celui que vous avez présenté tout à l'heure de Grenoble, d'ailleurs avec qui on est souvent en fait en lien, on travaille beaucoup avec Grenoble et Rennes d'ailleurs, mais à savoir que la difficulté pour nous, c'est qu'on a une grosse volonté de faire des démarches de participation citoyenne et de mettre en place cet écosystème de démocratie participative, sauf qu'à une échelle d'une région 2, c'est pas facile, parce que c'est immense, parce qu'on n'a pas cette proximité avec les citoyens que peut avoir une ville, etc. Mais on y tient, et les moyens qui nous sont donnés d'ailleurs le montrent, puisque j'ai la chance de travailler avec un service innovation citoyenne qui a 7 collaborateurs, un service design, donc facilitateur en fait, de démarches, tout ce qui est construction des assemblées participatives, etc. aussi, qui a 7 collaborateurs, un chargé de com et un chargé de cabinet, pour vraiment pousser en fait tous les services de la région de façon transversale dans ces démarches-là. Puisqu'en fait le but aussi, et c'était un peu la base de départ que m'avait donné la présidente, c'est les démarches participation citoyenne avec les citoyens pour travailler sur cette défiance en fait, qu'il y a aujourd'hui, cette crise en fait, démocratique et de représentativité entre les élus et les citoyens, mais aussi au sein même de la région elle-même avec tout ce qui est administratif, etc., où on doit aussi initier des démarches, en fait, des façons de travailler et de penser différemment. Et c'est aussi important presque l'un que l'autre, parce que l'un n'ira pas sans l'autre. En fait. Donc très vite, ouais, en fait, on avait déjà aussi une charte de la citoyenneté active. Très vite, quand moi je venais juste d'être élu il y a 1 an et demi, et c'est mon premier et unique mandat, personne ne l'avait lu, ni dans les élus, ni dans les citoyens, ni dans l'administration, parce qu'elle était fondamentalement tout ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire hyper techno. Donc hyper complète, mais hyper techno, donc indigeste. En fait, donc la première des choses, c'était travailler sur ça, et quand on a voulu travailler en fait à régénérer cette charte de la citoyenneté active, il nous est venu tout à fait naturellement qu'en fait, on allait aller plus loin, on allait co-construire aussi toute la feuille de route pour les 5 ans à venir, avec et pour les citoyens, et avec et pour les personnels de l'administration. Nous, ce que j'évoquais tout à l'heure, on a fait toute une démarche qui a duré 1 an, en fait, où on est allé à la rencontre des citoyens, à la rencontre de tous les agents de la région, des élus, etc., pour en fait co-construire cette feuille de route. Et de là, très vite, en fait, on a présenté ça sous une forme de rose d'avant, un petit peu, avec on a décidé de ne plus appeler ça une charte, parce que charte, déjà, c'est un mot. Voilà, donc une charte de la citoyenneté active, mais plutôt des engagements, et de faire très simple, puisque c'est ce que nous demandaient souvent les citoyens et les agents, c'est-à-dire on prend 5 engagements, et ces 5 engagements, on les tiendra sur toutes les démarches et les compétences de la région, et pas uniquement sur ma délégation, en fait. Et aussi, en fait, des priorités. Donc on parlait tout à l'heure des jeunes, de aller vers aussi, c'est ressorti très souvent. Donc aller vers les gens pour aller chercher, en fait, déjà les informer, puisque la base même de la participation, c'est que tout citoyen doit avoir le même niveau d'information, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc il faut qu'on s'efforce aussi déjà à ça, et puis après échanger avec eux. Et des familles d'action, alors il y en a beaucoup que vous avez évoqué tout à l'heure, pour ça fait beaucoup écho, même si j'ai énormément noté, parce que vous avez abordé un éventail énorme de la démocratie participative. Donc la fabrique, nous, on va mettre donc en place la fabrique de la démocratie. La fabrique de la démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait former tous les élus et tous les agents en fait, au processus de participation citoyenne et aux démarches intellectuelles aussi là-dessus, parce que ça nous paraît évident. On parle souvent de cette défiance, on dit souvent que les élus sont contre la participation citoyenne. Il faut savoir que ce n'est pas tout le temps vrai. C'est que souvent les élus ont peur parce qu'ils ne connaissent pas cette démarche. Ils n'ont pas été formés. Donc pour eux, c'est sortir d'un champ de confort et de compétences qu'ils n'ont pas. Donc il faut qu'on les accompagne aussi sur ça, les formants, les agents aussi, etc. On met en place aussi ce qu'on a appelé une mallette Go No Go. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça a beaucoup de succès ce truc-là. C'est en fait c'est une mallette qu'on met à disposition des élus et des agents qui veulent faire des démarches de participation citoyenne. Parce qu'en fait, là je suis arrivé il y a 1 an et demi, je me suis rendu compte qu'ils disaient de tout, des consultations, des concertations, et que c'était très mal utilisé.
Et la première des choses qui me fait peur, c'est que si on utilise mal les mots qui sont appropriés aux démarches, en fait, on va décrédibiliser la démarche elle-même. Donc en fait, il faut qu'on utilise les bons mots en face de chaque démarche et que chaque service qui va lancer une démarche de participation sache aussi le temps, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le temps que ça prend, les moyens humains que ça prend, et que ça soit bien cadré. Puisqu'une démarche de participation citoyenne, elle ne fonctionne que si elle est bien cadrée et si on lui donne les bons outils. Sinon, la volonté est là, mais ça échoue la plupart du temps. Bon, après plein de choses, les élus connectés à son territoire, les budgets participatifs qui vont être aussi régénérés, beaucoup plus transversaux, et on veut aller plus loin durant le mandat. C'est un gros défi, mais j'espère qu'on va y arriver. C'est donner un pourcentage participatif de chaque budget d'investissement, en fait, des compétences de la région. C'est-à-dire sur le budget mobilité, sur le budget lycée, sur tous ces budgets-là, avoir à peu près, on s'est fixé comme objectif 5% de ces budgets d'investissement qui seront faits de façon participative, pour vraiment que chaque citoyen d'Occitanie puisse dire « je peux participer en fait, aux politiques régionales moi-même » de cette façon-là. Et on revoit aussi tous les outils d'interpellation déjà en place, parce qu'on se rend compte, vous avez évoqué tout à l'heure les outils d'interpellation où vous savez, par exemple, sur un gros sujet, il faut récolter 10 000 signatures, enfin, ça dépend de la taille de la collectivité, mais à l'échelle d'une région, c'est par exemple 13 000 signatures en 2 mois sur un sujet précis pour pouvoir interpeller carrément l'Assemblée plénière, etc. Sincèrement, depuis que c'est en place en 2016, on a eu zéro. C'est très difficile de mobiliser toutes les personnes comme ça. Donc on essaye de prendre les choses à l'envers maintenant et de se dire pourquoi ce serait les citoyens qui doivent s'efforcer et dépenser beaucoup d'énergie à nous interpeller, alors qu'aujourd'hui il y a plein de choses, plein de plateformes qui existent d'interpellation, et c'est peut-être à nous, peut-être au contraire, à faire un observatoire et aller chercher ces interpellations. Donc on est en train de faire valider ça, parce que légalement on serait les premiers, mais c'est quasiment fait, plutôt d'avoir des liens avec Change.org de toutes ces plateformes-là, et en fait on mettra en place un observatoire qui va faire que dès qu'il va y avoir en Occitanie une interpellation de plus de tant de signatures sur une compétence de la région, bien sûr, puisqu'il faut quand même que ce soit dans nos compétences à nous, ben c'est nous qui irons voir en fait ces citoyens qui nous ont interpellés de cette façon-là pour dire voilà, on a entendu, vous nous interpellez sur ce domaine-là, c'est dans nos compétences, et ben on va essayer de travailler avec vous pour essayer de résoudre le problème ou apporter des solutions, etc. Et je finis très vite sur l'évaluation, parce qu'on en parle rarement dans les participations, dans les démarches de participation citoyenne. Pourtant, c'est fondamental parce qu'il faut qu'on rende des comptes aux citoyens des démarches qu'on a fait et qu'ils puissent en rendre compte de ça. Donc on travaille beaucoup sur l'évaluation et sur ça, il y a démocratie ouverte, vous avez évoqué, les démocraties ouvertes sont très en avance aussi sur toutes ces démarches-là et qui ont développé quelque chose qui s'appelle un démomètre, c'est-à-dire un outil vous connaissez, je vous aussi, un outil d'évaluation qui va permettre sur chaque démarche, chaque compétence, d'évaluer de où on part et jusqu'où on arrive sur les démarches de démocratie participative. Donc on le met en place aussi cette année. Voilà. Et juste pour finir, parce que la phrase de départ, c'était comment évoquer, susciter l'engagement citoyen aussi. Oui, au tout départ. En plus, on a oublié de l'expliquer, d'expliquer le titre en fait. Comment générer l'engagement politique des habitants. Et en fait, c'est parce que concrètement, l'engagement sociétal, environnemental, tout ça, il est politique, c'est des projets. Donc du coup, c'est pour ça que le mot, des fois il peut faire peur, c'est pas politique au sens partisan, mais politique au sens le citoyen qui agit, qui est dans l'action. Et justement, quand on a fait la convention citoyenne, en fait, les citoyens nous ont demandé d'abord un événement, un printemps citoyen, en fait, sur la participation. Et ce qu'on a mis en place depuis l'an dernier, et on le refait cette année. Et qu'est-ce que c'est en gros du 1er avril à fin mai, toutes les collectivités, toutes les associations, tous les collectifs qui vont faire des événements en fait autour de la participation citoyenne au sens large du terme, vont être mis en avant, vont être mis en valeur par la région. On va essayer de les pousser. Et en fait, tout ça, on s'est rendu compte aussi l'an dernier, c'est parce que tout le monde a besoin de se mettre en réseau. La participation citoyenne, c'est avant tout, et surtout ce qui nous manque aujourd'hui fondamentalement dans notre société, c'est faire du commun, en fait.
Et donc en fait, il faut arriver à les mettre en réseau, qu'ils échangent et qu'ils partagent leurs compétences. Et c'est ce qui va être fait durant 2 mois. Donc, je vous invite à aller sur laregion-citoyenne.fr. S'il y a des collectivités, des associations qui veulent y participer, ça sera avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, je suis content d'avoir découvert tout ce que vous faites en matière de participation citoyenne. C'est pas assez connu, hein. Du travail. Donc à vous, Daniel Barbaro. Oui, bonjour, je me présente, je suis Daniel Barbaro, je suis le maire de la petite commune de Mandeville. Je travaille, j'ai une délégation aussi à PMN, à Perpignan Méditerranée, sur les agenda 21, ça n'existe plus, mais nous on a donné la délégation, et sur le développement durable plus largement, donc ça existe plus. Et historiquement, dans mon village, bon, je suis content de parler après vous parce que c'est les extrêmes. Vous, c'est trop grand, nous, c'est la bonne taille quelque part. Pour faire de la concertation, c'est beaucoup plus facile sur une commune qui fait 400 habitants. On a commencé il y a très longtemps, donc c'était avec les agendas 21, j'étais que conseiller municipal, donc c'est pas le dernier mandat, mais celui d'avant, avant 2014, je peux vous dire. Et il y avait eu des petits ateliers dans le cadre de l'agenda 21 qui nous a habitués à travailler ensemble, entre citoyens, je dirais, parce que les élus, quand on a un petit village comme ça, ils ne sont pas au-dessus, comme on parlait tout à l'heure, sur une scène et parler aux autres. Non, on est dans la salle, on est comme les autres, c'est beaucoup plus facile. Le contact humain, disons. On a commencé aussi par faire beaucoup de conférences, mais conférences qui finissaient toujours par des débats et puis des pauses, des apéritifs où on continuait à discuter. Et sur les sujets beaucoup d'environnement à l'époque, c'était sur le réchauffement climatique, sur les énergies renouvelables, sur l'eau, les problèmes de l'eau, sur les problèmes... Enfin, beaucoup de problèmes liés à l'environnement. Donc moi, comme je suis devenu maire en 2014, on était déjà arrivé avec un programme qui était quand même dans une optique environnementale. Et bon, que la mairie nous propose, ou en tout cas nous interdit. Et nous, qu'est-ce qu'on propose? Et on a fait une espèce de tableau avec une colonne ce qu'on veut et une colonne ce qu'on ne veut pas. Et à partir de là, on a proposé à la mairie ce schéma. Et c'est sur ce schéma que nous sommes en train de discuter pour obtenir un projet total sur la ville des Gaillards. Bon. Donc, c'était simplement un exemple, mais ce que je voulais dire simplement, c'est que nous, comment pouvons-nous être informés de projets qui sont en fait étudiés par la mairie pour pouvoir nous intégrer dans un collectif participatif. Parce que, bon, c'est bien, moi dans mon coin, j'habite une petite maison à côté du Palais Roi de Majorque, et je ne suis pas au courant de tous les projets. Alors, par contre, si j'étais au courant de certains